Parfait. Bonjour à tous et à toutes. On attend quelques minutes avant de commencer le webinaire, histoire d'avoir un peu plus de participants connectés, puis après on lancera le webinaire de ce jour. On attend une petite minute et puis après on va y aller. Je vous propose qu'on commence et les retardataires prendront le webinaire en cours, histoire de ne pas prendre de retard sur la fin par la suite. Donc bonjour à tous et à toutes et merci aux intervenantes et aux intervenants de se mobiliser sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire en collaboration avec l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et donc nous avons Éléonore, Louisa et Patrice qui vont vous présenter donc la chaire WINESCA. Donc qu'est-ce que c'est, quels sont les travaux qui sont menés et notamment ils vont s'attarder sur des travaux menés autour des micro-organismes naturels présents dans la vigne qui pourraient aider à prévenir ou curer certaines maladies de la vigne. Hop. Alors, donc moi, je suis Julie Lefrère, je suis chargée de dynamique réseau au sein du pôle AgriSOS Innovation. Donc, si jamais à la fin du webinaire, vous avez oublié de poser certaines questions, que vous voulez rentrer en contact avec les intervenantes, les intervenants, ou voilà, que vous avez besoin de renseignements sur le pôle autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me recontacter par téléphone pour ceux aussi qui ont mon téléphone. Donc, ce webinaire, il est réalisé dans le cadre du cluster Biosolutiona. Donc, il y a un cluster qui est piloté par le pôle AgriSOS Innovation pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine et qui s'intéresse justement au déploiement des produits de biocontrôle et des biosolutions sur notre territoire. Donc, on organise de nombreux groupes de travail pour essayer de définir un peu ces termes, voir comment est-ce qu'on pourrait faciliter l'accès au marché de ces produits et puis connaître aussi les besoins un peu plus terrain des agriculteurs en termes de biocontrôle de biosolutions, l'acceptabilité de ces produits, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre ce programme aussi. On a un site internet où les actualités sont publiées. Les membres évoluent, donc il y en a toujours qui arrivent chaque année. Et si vous êtes intéressé aussi pour rejoindre ce cluster, que vous êtes situé en Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir.
Sur les événements, j'en profite tant qu'on est au début et que tout le monde est bien attentif. Sur la suite de ce webinaire-là, donc qui est aussi sur les sols, on va organiser une journée technique donc le 13 février qui aura lieu par contre cette fois-ci côté Occitanie et qui s'intéressera justement à la biodiversité des sols. Donc on parlera aussi de micro-organismes, alors pas forcément dans un biais traitement des maladies, mais voilà, les micro-organismes ont d'autres vertus aussi pour les sols et donc on abordera aussi ces points-là. Donc au niveau des intervenants et intervenants aujourd'hui, donc on a le professeur Patrice Ray qui est coordinateur de la chaire WINESCA. Nous avons la docteure Éléonore Attar qui est ingénieure de recherche spécialiste en écologie microbienne et la docteure Wissam Mesguida, donc ingénieure de recherche aussi spécialiste en microbiologie et biotechnologie. Donc ils vont vous en dire un peu plus sur cette chaire WINESCA. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle un peu les bonnes pratiques. Donc, pendant que les intervenantes vont présenter, je vous invite à poser vos questions dans le chat et je les poserai, donc je les remonterai à la fin afin de ne pas couper la parole. Et je débloquerai aussi à la fin des présentations vos micros pour qu'il y ait une vraie interaction aussi avec la salle. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la partie questions-réponses, selon si vous voulez qu'elle soit visible par tout le monde ou juste par les intervenants. Voilà, et je vous laisse du coup la parole. Éléonore, il me semble que c'est vous qui commencez. Oui, très bien. Bonjour. Alors, je partage. Ok. Donc aujourd'hui, on a souhaité vous parler de cette chaire ANR industrielle WINESCA, où notre objectif, c'est d'utiliser des micro-organismes présents naturellement dans la vigne pour lutter contre une maladie du bois de la vigne. Et je voulais commencer par vous parler un petit peu du contexte et notamment de notre université, l'Université de Pau, qui a cette particularité d'être une université qui a eu depuis toujours des liens très très forts avec les entreprises locales ou nationales sur les domaines chimie, pétrochimie, mais également sur l'agronomie. Et c'est des liens qu'on relance beaucoup avec nos thématiques émergentes en agroécologie à l'Université de Pau. C'est aussi une université qui est pluridisciplinaire. Et je me permets d'utiliser ce terme parce que c'est vraiment des interactions très concrètes que nous pouvons avoir autour de l'agroécologie avec nos collègues, notamment en sciences humaines et sociales de l'UMR qui s'appelle TRI et qui travaille sur des thématiques liées à la conduite des transitions environnementales et énergétiques, mais également sur toutes les questions associées à l'acceptabilité des solutions que nous, chercheurs, nous pouvons trouver. Nous travaillons particulièrement à l'IPREM, qui est un institut qui associe vraiment dans le même bâtiment des microbiologistes dont nous faisons partie, mais également des collègues spécialisés en chimie environnementale. Et donc, ça nous permet d'associer nos thématiques de microbiologie, écologie microbienne, avec des outils de métabolomique, par exemple, et c'est vraiment une spécificité de notre institut d'associer ces deux grands champs thématiques. Et donc ça nous permet de développer plusieurs projets en agroécologie et en biocontrôle sur différentes cultures. Et aujourd'hui, on va vous parler particulièrement de cette chaire WINESCA, qui est une chaire qui est cofinancée par l'ANR, par la maison Annecy, qui est le leader mondial du cognac, et par une deuxième entreprise, qui est la société Greencell, qui est une société qui produit des solutions de biocontrôle. Concernant particulièrement le contexte du projet WINESCA, donc ça concerne la maladie de l'ESCA qui chaque année rend 13% des vignobles improductifs, engendrant jusqu'à 1 milliard d'euros de pertes annuelles en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace qui est disponible parce que le seul traitement qui était efficace, c'était l'arsenite de sodium, mais qui a été interdit en 2001, évidemment, pour des raisons de très forte toxicité. C'est une maladie qui est assez complexe. En fait, plusieurs champignons pathogènes sont impliqués
et particulièrement les trois qui sont écrits ci-dessous, Phaemonella chlamydospora, Phaeochromonium minimum et Fomitiphoria mediterranea. Cette maladie, elle se repère assez facilement parce qu'elle a des symptômes foliaires très, très caractéristiques, comme vous pouvez le voir sur cette feuille de vigne avec ses jolies couleurs, malheureusement, mais ces symptômes très tigrés. Et à l'intérieur du cep, on voit des nécroses très caractéristiques avec ce qu'on appelle en anglais le right throat necrosis et en français de l'amadou, c'est du bois qui est très friable, qui ressemble presque à de la sciure. Et avant cette chaire WINESCA, nous avions eu une autre chaire ANR industrielle qui s'appelait GT Defri. Et à partir de cette chaire, on a pu avoir deux conclusions majeures. C'est que quand il y avait des symptômes foliaires pour les plantes, quand il y avait des symptômes foliaires exprimés par les plantes, ces plantes avaient toujours au moins 10% d'amadou dans leur bois. Et en plus, dans cette nécrose particulière, le champignon le plus abondant était toujours, et de manière très, très abondante, Fomitiphoria mediterranea. Et donc, pour nous, ça nous a permis d'avoir notre cible, l'amadou et Fomitiphoria. Et donc, dans cette deuxième chaire, on a vraiment voulu cibler ce champignon et cette nécrose. Et pour cela, on a décidé d'injecter nos solutions de biocontrôle dans le cep de vigne. Donc, ces injections se font pour des produits phytosanitaires, beaucoup moins pour les produits de biocontrôle. Mais nous, notre hypothèse, notre objectif, c'était de se dire qu'avec cette injection, on allait pouvoir utiliser moins de produits et que ça allait être une solution qui pourrait être plus économique pour le viticulteur, mais également une solution plus efficace parce qu'on allait agir directement là où le pathogène était présent. Là, je vais vous présenter très brièvement les trois grands axes du projet WINESCA. Donc, le premier axe, c'est une action préventive contre l'ESCA où on va travailler donc, avec des solutions de biocontrôle, mais aussi avec des solutions sur les changements de pratique. Parce qu'en effet, on a pu voir que la taille de la vigne allait être un facteur déterminant dans l'apparition de la maladie, avec des tailles sévères qui sont des portes d'entrée pour les pathogènes. La deuxième axe est une action curative, où là, l'objectif est d'apporter ces produits de biocontrôle sur les parties nécrosées. Et donc, pour ces deux axes, on l'aborde en commençant par sélectionner des bactéries efficaces contre le champignon Fomitiphoria mediterranea. Et la deuxième approche est la compréhension des modes d'action. Donc pour cela, on a des approches de métabolomique, de métagénomique, de métabarcoding. Et tout ça vous sera présenté juste après par Wiza. Et enfin, le troisième axe, qui correspond à la pertinence économique et l'acceptabilité de ces nouvelles solutions. Et ça, c'est nos collègues en sciences économiques et en sciences sociales qui aborderont ce point-là. Donc voilà, je vous ai présenté le contexte du projet et maintenant je laisse la main à Wiza pour vous présenter les résultats. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Wiza Mesguita, je suis postdoc dans le cadre de la chaire WINESCA et où j'ai travaillé pendant ma thèse sur le biocontrôle de Fomitiphoria mediterranea, qui est un champignon pathogène clé associé à l'ESCA, et cela en utilisant des bactéries de biocontrôle isolées de la vigne. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte. Eleonore, elle vous a présenté le contexte général
de ce travail où on travaille sur l'esca de la vigne en ciblant Fomitiphoria mediterranea, car c'est un champignon clé associé à cette maladie et qui était la cible de l'arsénite de sodium. Et notre approche consiste à un peu m'imiter le mécanisme d'action de l'arsénite en introduisant des bactéries de biocontrôle directement dans l'amadou, qui est la nécrose caractéristique de cette maladie. Et donc, je commence à vous présenter les objectifs de cette thèse. Donc, l'objectif global était de sélectionner des bactéries de biocontrôle et développer un traitement contre l'esca de la vigne. Donc, notre premier objectif était de sélectionner des bactéries de biocontrôle contre Fomitiphoria mediterranea in vitro et puis caractériser leur mode d'action et à la fin, évaluer leur efficacité dans des conditions réelles au vignoble. Donc, dans cette présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé de la première et de la deuxième partie pour laisser un peu plus de temps pour développer plus la dernière partie de cette thèse qui consiste à l'évaluation de l'efficacité de ces bactéries au vignoble. Donc, pour la première partie qui concerne le screening d'agents de biocontrôle contre Fomitiphoria mediterranea in vitro, donc, on a commencé ce travail en utilisant une collection de 58 souches bactériennes, toutes isolées de la vigne, soit de bois ou de la sève de la vigne. Et on a utilisé un système de sélection en plusieurs étapes afin de sélectionner des bactéries efficaces contre Fomitiphoria mediterranea. Et ce système de sélection consiste en plusieurs étapes de complexité qui augmentent au fur et à mesure de processus de sélection. Donc, on a commencé par une première étape de sélection. On a étudié l'activité antagoniste des 58 souches bactériennes contre une souche de Fomitiphoria mediterranea. Je précise que FMED est l'abréviation de Fomitiphoria mediterranea dans cette présentation. Donc, pour la première partie, on a étudié l'activité antagoniste de ces 58 souches bactériennes contre une souche de Fomitiphoria mediterranea. Nous avons sélectionné les 15 souches les plus efficaces contre Fomitiphoria de sélection, où on a étudié la capacité de ces 15 souches bactériennes à inhiber 6 souches différentes de Fomitiphoria. Et puis, les 10 souches les plus efficaces, elles étaient sélectionnées pour la troisième partie de processus de sélection, où on a étudié l'activité antagoniste de ces 10 souches bactériennes contre une souche de Fomitiphoria en utilisant des microcosmes composés de la sciure de bois de la vigne. Donc, pour les deux premières parties de processus de sélection, on a utilisé les mêmes méthodes qui sont la confrontation directe. Et dans ce cas-là, on cultive Fomitiphoria mediterranea sur une boîte de pétri et sur la même boîte, on ensemence les bactéries potentielles de biocontrôle. Et dans ce cas-là, l'inhibition de Fomitiphoria mediterranea se fait à travers les métabolites que les bactéries produisent et qui diffusent sur l'agar. La deuxième méthode est l'étude de la capacité de ces bactéries à inhiber Fomitiphoria mediterranea par la production de métabolites organiques volatiles. Et pour faire, nous avons cultivé Fomitiphoria mediterranea sur une boîte de pétri et sur une deuxième boîte, on a cultivé les bactéries de biocontrôle. On les a placées face à face et dans ce cas, il n'y a pas de contact physique entre le pathogène, FMED et les bactéries de biocontrôle. Et l'inhibition dans ce cas-là se fait à travers les composants organiques volatiles que ces bactéries produisent. Je ne vais pas vous présenter le résultat en détail de cette partie, mais cela nous a permis de sélectionner des souches bactériennes qui étaient très efficaces contre les 6 souches de Fomitiphoria mediterranea testées, dont 6 souches isolées de la sève et 4 étaient isolées de bois, et ces bactéries appartenant à différents genres, dont Pseudomonas, Penibacillus, Bacillus et Stenotrophomonas. Donc, ces 10 souches bactériennes, elles ont été utilisées pour la troisième étape de processus de sélection, où on a étudié la capacité de ces bactéries à inhiber Fomitiphoria mediterranea sur la sciure de bois de vigne de cépage uni-blanc, sur lequel on a cultivé Fomitiphoria, qu'on a incubé une semaine et après une semaine, on a ajouté les bactéries de biocontrôle.
Et on a incubé, encore une fois, pour 3 semaines. Et des mesures de pourcentage d'inhibition de Fomitophoria étaient réalisées après 7, 14 et 21 jours post-inoculation des bactéries. Ici, je vous présente le résultat sur ce bar plot où je présente le pourcentage d'inhibition de Fomitophoria mediterranea par les 10 souches bactériennes testées après 7, 14 et 21 jours post-inoculation des bactéries. Comme on peut le voir, on a 2 souches bactériennes qui est une souche de Pénibacillus polymixa et notre souche de Pseudomonas lactis qui ont inhibé fortement la croissance de Fomitophoria mediterranea pour les 3 temps de mesure qu'on a étudié. Et également, on a une 3e souche qui est une souche de Pseudomonas paracarnis S45 qui a également inhibé la croissance de Fomitophoria mediterranea sur sciure de bois de cépage uniblanc. Donc, ces 3 souches bactériennes efficaces contre Fomitophoria, elles étaient sélectionnées pour la prochaine partie de ce travail, pour la prochaine étape, et qui était la caractérisation de leur mécanisme d'action. Donc, nous avons isolé des bactéries de la vigne, on a caractérisé leur on a étudié leur activité antagoniste contre Fomitophoria in vitro en utilisant différents systèmes et on a sélectionné les 3 souches qui sont efficaces contre Fomitophoria mediterranea. Et dans l'objectif de comprendre comment ces bactéries inhibent Fomitophoria mediterranea, on a réalisé des études génomiques et métabolimiques, où le génome entier de ces souches a été séquencé et annoté, et on a fait une annotation fonctionnelle afin de caractériser les différents gènes qui sont codés par ces bactéries qui ont potentiellement qui codent pour des fonctions associées au biocontrôle. Également, on a réalisé des études métabolomiques dans l'objectif de caractériser les métabolites que ces bactéries produisent et qui sont potentiellement associés à leur activité de biocontrôle. Et pour cette partie, on s'est intéressé à 2 types de métabolites. On a caractérisé les composants organiques volatiles en utilisant la GCMS et aussi on a caractérisé les métabolites extracellulaires en utilisant la chromatographie liquide. Donc, pour cette partie, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous donne juste les conclusions. Donc, on a sélectionné 3 souches bactériennes efficaces contre Fomitophoria mediterranea. On a utilisé des approches génomiques et métabolomiques pour comprendre leur mécanisme d'action. Et cela nous a permis d'identifier que ces bactéries agissent par des mécanismes d'action directs et indirects qui sont des mécanismes associés aux agents de biocontrôle. Et nous avons identifié que le mécanisme d'action de la souche Pénibacillus polymixa était différent de ceux des 2 souches de Pseudomonas que nous avons isolées. Et ces 2 souches de Pseudomonas agissent de la même manière. Donc, quant à la souche de Pénibacillus polymixa, cette souche produit au code des métabolites qui ont des activités antifongiques et qui ciblent principalement la membrane cytoplasmique de Fomitophoria. Je prends l'exemple de fusaricidine et de polymyxine qui agissent sur la membrane en causant la solubilisation de la membrane cytoplasmique et donc la lyse de mycélium. Quant aux 2 souches de Pseudomonas, ces 2 souches codent ou produisent des métabolites qui agissent sur différents composants de champignons Fomitophoria mediterranea dans la membrane cytoplasmique, la paroi cellulaire, mais aussi ces bactéries codent pour des métallophores qui peuvent agir ou qui peuvent capter les coenzymes de différents processus enzymatiques et donc ceci peut causer l'inhibition de processus enzymatiques chez Fomitophoria. Donc, ceci était pour la caractérisation des modes d'action des 3 bactéries sélectionnées. Et puis, dans l'objectif de évaluer l'efficacité de ces bactéries, on a réalisé une expérience terrain afin d'évaluer l'efficacité de 2 souches bactériennes. Donc, on a sélectionné des bactéries efficaces contre Fomitophoria, on a caractérisé leur mécanisme d'action et afin de comprendre ou étudier leur efficacité dans des conditions réelles ou vignobles, on a procédé à l'injection de ces bactéries. Pourquoi l'injection? C'est pour cibler Fomitophoria mediterranea, le champignon clé associé à l'ESCA et qui est le plus abondant dans l'amado, la pourriture blanche.
Et donc, pour ça, on a sélectionné 2 souches. Donc, on a sélectionné la souche de Pseudomonas paracarnis S45 et la souche Penibacillus polymixa SV13. On les a injectées dans le tronc de vigno malade et puis on a étudié l'effet de l'injection sur différents paramètres de physiologie de la vigne, de communauté microbienne, l'effet sur les symptômes foliaires et enfin la qualité des grappes de raisin. Donc, cette expérience a été réalisée dans une parcelle, dans un vignoble expérimental de cépage Sauvignon blanc situé à Clède, dans les Landes, de 10 ans. Et cette parcelle est organisée en 20 rangs qu'on a divisés en 5 blocs de 4 rangs chacun. Les traitements étaient des vignes non injectées, comme contrôle, des vignes injectées par du lactose, qui est un contrôle, et le lactose était le coformulant des produits de biocontrôle des 2 souches bactériennes. Le 3e traitement était des vignes injectées par la souche Pseudomonas et le 4e était les vignes injectées par la souche Penibacillus polymixa. Ces 4 traitements étaient attribués aléatoirement à un rang parmi les 4 rangs de chaque bloc. Et on a uniquement injecté les vignes qui ont exprimé les symptômes foliaires de l'ESCA en 2023. Et ces produits de biocontrôle, ils étaient formulés sous forme de poudre mouillable par la société Greencell. Donc, cette expérience a commencé l'été 2024. On a fait l'annotation des symptômes foliaires et pour ça, on a utilisé le système d'annotation publié par Pascal Lecomte qui classifie le degré de sévérité de la maladie à 3 niveaux. ESCA pour les vignes qui expriment uniquement les symptômes foliaires de l'ESCA. APO1 pour les vignes qui expriment les symptômes de l'ESCA et en plus de ça, il y a quelques rameaux qui sont secs sur le canopy. APO2 correspond à l'état le plus sévère et qui correspond à un dessèchement presque complet de tous les rameaux sur le canopy. Au printemps de l'année 2024, on a réalisé l'injection, la première injection de CICEP. On a injecté entre 90 et 113 plants pour chaque modalité. Et avant l'injection, on a prélevé le bois dans l'objectif de caractériser les communautés microbiennes de bois avant l'injection. Un mois plus tard, on a fait la 2e injection. Et 3 et 10 jours après la 2e injection, on a prélevé les feuilles dans l'objectif d'étudier la réponse de défense de la vigne suite aux injections. Un mois plus tard, on a prélevé le bois dans l'objectif d'étudier l'effet des injections sur les communautés microbiennes de bois. Et aussi, on a fait des mesures de chlorophylle. En juillet, donc 7 et 11 semaines après la 2e injection, on a fait des mesures de chlorophylle et également on a annoté les symptômes foliaires de l'ESCA. Le mois d'août 2024, on a fait une 12e annotation des symptômes foliaires et le 5 septembre, la veille de la récolte, on a échantillonné des grappes de raisin dans l'objectif d'étudier l'effet des injections sur la qualité des grappes de raisin. Donc, pour l'injection, on a utilisé l'appareil QuickJet de chez ArborJet, qui est un appareil utilisé en arboriculture pour l'injection de produits chimiques dans le tronc de plantes. Et pour le processus d'injection, on commence par la réalisation d'un trou dans le tronc de la vigne et puis on insère un cathéter à travers lequel nous injectons 2,5 ml de produits de biocontrôle. Et 2 injections étaient réalisées par plante, une de chaque côté de tronc. Maintenant, je vais commencer à vous présenter le résultat et je commence par la présentation des résultats sur l'effet des injections sur l'induction de réponse de défense de la vigne. Donc pour cela, on a ciblé par qPCR 9 gènes impliqués dans différentes voies de réponse de défense de vigne. Et ici, je vous présente le résultat pour 3 jours après l'injection. Donc sur cette PCOA, on présente le profil d'expression relative des 9 gènes étudiés pour les vignes injectées par du lactose, qui est le contrôle,
les vignes injectées par la souche Pinibacillus polymixa et les vignes injectées par la souche Pseudomonas paracarnis. Comme on peut le voir, le profil d'expression relative des 9 gènes étudiés est significativement différent pour les vignes qui ont reçu les bactéries de biocontrôle comparant au contrôle. Plus précisément, 4 gènes étaient surexprimés dans les vignes injectées par la souche Pseudomonas paracarnis S45, qui est un gène qui code pour la chitinase, qui est une PR-protéine, un gène codant pour la lipoxygénase 9 et 2 gènes stilbène-synthase et chalcone-synthase qui codent pour des métabolites secondaires. Ceci était pour 3 jours après la deuxième injection. Cependant, aucun effet n'a été observé après 10 jours de la deuxième injection. Quant aux mesures de chlorophylle, aucun effet des injections n'a été observé sur la composition, la teneur en chlorophylle après 4, 7 et 11 semaines des injections. De la même manière, aucun effet n'a été observé sur les grappes de raisin. Donc, les injections de bactéries n'affectent pas négativement la qualité des grappes de raisin. Donc, maintenant, je vais vous présenter les résultats pour l'effet des injections sur l'expression des symptômes foliaires de l'ESCA. Quelques statistiques sur cette parcelle avant de présenter le résultat. Donc, sur cette parcelle en 2023, l'incidence de l'ESCA était de 16,8%, qui a augmenté de 7,5% l'année 2024 pour atteindre 24,3%. Et ici, je vous présente les résultats à propos de la réduction de la sévérité de la maladie de l'ESCA. Et cela veut dire la transition d'un état symptomatique sévère à un état moins sévère. Par exemple, la transition de l'état APO2 à l'état APO1, ou bien l'APO2 vers ESCA, ou bien l'APO2 vers asymptomatique. De la même manière, la transition d'un état grave, qui est l'APO1, vers l'ESCA ou asymptomatique. Aussi, il y a un point très important pour la maladie de l'ESCA et ce qui rend cette maladie complexe, il y a la variabilité d'expression des symptômes foliaires de l'ESCA d'une année sur l'autre. Donc, un CEP qui exprime les symptômes foliaires de l'ESCA cette année ne va pas les exprimer forcément l'année prochaine. Et donc, il y a une variabilité naturelle d'expression des symptômes foliaires de l'ESCA. Et ce qu'on a observé dans les vignes non injectées, où on a une réduction de la sévérité d'ESCA qui correspond à 47%. Et ceci est lié justement à cette variabilité d'expression des symptômes de l'ESCA d'une année sur l'autre. Ici, j'affiche les résultats pour les 3 traitements que nous avons réalisés, donc l'injection de lactose, le contrôle et l'injection des 12 souches bactériennes séparément. Donc, ce trait-là représente la réduction naturelle de la sévérité de l'ESCA. Donc, l'injection de lactose a réduit encore plus la sévérité de l'ESCA. Nous avons une réduction de 15% de plus par rapport à la réduction naturelle, mais cette réduction n'était pas significativement différente de la réduction naturelle observée sur cette parcelle. Cependant, l'injection des 12 souches bactériennes a réduit encore plus, donc a amélioré l'état des CEP par rapport à la réduction naturelle que nous avons observée. On a une augmentation de 20% à peu près pour chaque souche. Donc, on suggère un effet positif des injections sur l'expression des symptômes foliaires où il y a une augmentation, où il y a une amélioration de l'état des CEP et qui est significativement différente de la réduction naturelle que nous avons observée. Donc, ça était pour l'expression des symptômes foliaires de l'ESCA. Maintenant, je vais vous présenter un autre résultat et qui concerne l'effet des injections sur les communautés microbiennes. Donc, on a 2 temps de prélèvement. On a prélevé avant les injections et après les injections. Dans cette présentation, je vais présenter uniquement les résultats pour après l'injection, 1 mois après les injections. Et je vais aussi me focaliser sur un facteur qui est la relation entre les symptômes foliaires de l'ESCA et les communautés microbiennes au niveau de bois de la vigne. D'autres analyses étaient réalisées, mais je ne vais pas les présenter. Je commence par une présentation globale de l'abondance relative des principaux genres
que nous avons trouvés dans le bois qu'on a analysé. Donc ici, je présente le résultat pour les communautés fongiques, pour les 4 traitements non injectés, le contrôle qui correspond à l'injection de lactose, le 3e traitement qui correspond à l'injection de la souche de Pseudomonas et le 4e qui correspond à l'injection de la souche de Pénibacillus polymixa et qui sont séparés à 2, donc aux vignes symptomatiques et asymptomatiques. Je précise que l'état symptomatique et asymptomatique que je présente ici est lié à leur état l'année 2024. Et toutes les vignes qu'on a analysées, qu'on a injectées, étaient symptomatiques l'année 2023. Donc, globalement, on a identifié différents pathogènes associés aux maladies de bois qui sont Ultipa, Diplodia, Phaemonella. Mais moi, je me concentre sur Fumitiporia mediterranea, car je travaille sur Fumitiporia mediterranea. Donc, on a observé que Fumitiporia était plus associé aux vignes symptomatiques où l'abondance relative de ce champignon dans les vignes symptomatiques était élevée et on ne l'a pas détecté parmi les 15 genres les plus abondants dans ces 3 traitements-là. Et on l'a détecté dans le traitement Pénibacillus polymixa, mais cette abondance relative est faible comparant aux vignes symptomatiques. De la même manière, je présente les résultats pour les communautés bactériennes, les 4 traitements séparés à 2 états, symptomatiques et asymptomatiques. Globalement, on a obtenu le même profil pour les 4 traitements qu'on a réalisés, mais d'une manière intéressante, on a observé que l'abondance relative de genre Bacillus a augmenté dans les vignes injectées par la souche Pénibacillus polymixa. Et étant donné que il y a une grande similarité entre les séquences de CSS de Pénibacillus et Bacillus, et aussi tenant en compte qu'en métabarcodine, on cible uniquement un fragment court de CSS, on suggère que ce qu'on a amplifié ici, Bacillus, et ce qu'on a identifié en tant que Bacillus, peut correspondre à la souche Pénibacillus que nous avons injectée. Et donc, on suggère l'installation de la souche qu'on a injectée. Dans la prochaine diapo, je vais vous parler des interactions entre les communautés bactériennes et fongiques. Et c'est ce qui présente un peu l'objectif de cette thèse où on vise à cibler un champignon pathogène en utilisant des bactéries de biocontrôle. Donc, pour cela, on a fait des analyses de corrélation entre les communautés bactériennes et les communautés fongiques. Et cela pour chaque traitement séparément. Ici, je vous présente le résultat pour la corrélation entre les communautés bactériennes et fongiques dans les vignes injectées par la souche Pseudomonas paracarnis. Et voici le résultat. Donc, au début, je présente ce résultat et après, je parle des conclusions. Donc, ici, on a l'analyse de corrélation, le réseau de corrélation. Les nœuds représentent les genres et qui sont liés entre eux et les liens en gris ou bien colorés correspondent à des corrélations significatives entre les différents genres de datasets. Nous avons globalement 524 corrélations entre les différents genres de datasets. La couleur orange représente les vignes symptomatiques, vert pour les vignes asymptomatiques. Donc, toutes les corrélations, tous les liens sont significatifs. J'ai rendu visible que 2 genres. Fumitiporia, car je travaille sur Fumitiporia mediterranea, et Pseudomonas, car dans cette condition, on a injecté Pseudomonas paracarnis. Et les corrélations en bleu représentent des corrélations négatives, tandis que les corrélations en rouge représentent des corrélations positives. Donc, d'une manière intéressante, on a trouvé que Fumitiporia est plus associé aux vignes symptomatiques, tandis que Pseudomonas était plus associé aux vignes asymptomatiques et il existe une forte corrélation négative entre Pseudomonas et Fumitiporia. Cela veut dire qu'une abondance relative élevée de Fumitiporia est associée à une abondance relative faible de Pseudomonas. Et inversement, donc une abondance relative élevée de Pseudomonas est associée à une faible abondance de Fumitiporia. Donc, nous suggérons que notre produit, que la bactérie que nous avons injectée et qu'il y a des corrélations négatives entre Pseudomonas et Fumitiporia
Donc, ce qui favorise des interactions positives dans le sens de biocontrôle. De la même manière, nous avons fait la même analyse pour l'injection de la deuxième souche, Pinnibacillus polymixa, mais je ne présente pas le résultat. De la même manière, nous avons trouvé des corrélations négatives entre bacillus et des pathogènes associés aux maladies de bois de la vigne. Donc, j'arrive à la conclusion de cette étude. Je remonte un peu vers le début. Donc, nous avons sélectionné des bactéries de biocontrôle contre Fomitiporium mediterranea. On a caractérisé leur mécanisme d'action et pour étudier la capacité de ces bactéries ou l'efficacité de ces bactéries, on les a injectées dans le tronc de vigne malade. Donc, pour les vignes injectées par la souche Pseudomonas paracarnis S45, on a trouvé que l'injection de cette bactérie induit la surexpression de gènes impliqués dans la réponse de défense de la vigne. Cependant, aucun effet n'a été observé pour la souche Pinnibacillus polymixa. Également, on a trouvé qu'il n'y a aucun effet sur la teneur en chlorophylle ni la qualité des grappes de raisin. Et donc, nous suggérons que les bactéries n'affectent pas négativement la qualité des raisins. Pour les communautés microbiennes dans les vignes injectées par la souche Pseudomonas paracarnis, donc on a noté que Pseudomonas était corrélé négativement avec Fomitiporium. Et dans les vignes injectées par la souche Pinnibacillus polymixa, on a noté une augmentation de l'abondance relative de bacillus qui était corrélée négativement avec Phaemonella et Diplodia, qui sont des pathogènes associés aux maladies de bois de la vigne. Pour les symptômes foliaires, on a observé un effet positif des injections sur les symptômes foliaires où ces injections ont réduit l'expression des symptômes de l'ESCA. Donc, pour les perspectives, en ce moment, on prépare pour réaliser une deuxième année d'expérience sur cette parcelle de Sauvignon blanc et pour voir s'il y a un effet cumulatif de ces injections sur les différents paramètres que nous avons étudiés dans les symptômes foliaires de l'ESCA, les communautés microbiennes ainsi que la qualité des grappes de raisin. Et on va introduire deux autres analyses qui sont l'analyse de la sève et ceci dans l'objectif de chercher les métabolites bactériennes dans la sève de la vigne pour voir s'il y a une dissémination de ces métabolites à travers le flux de sève. Et également, on envisage de designer des amorceuses spécifiques à ces bactéries que nous injectons pour pouvoir les suivre et chercher si ces bactéries s'installent durablement dans le bois de la vigne. Également, d'autres expériences seront initiées dans d'autres vignobles. Je prends l'exemple de 3 vignobles situés à Cognac, de cépage uni blanc. On va réaliser les injections au printemps. On va étudier les mêmes paramètres et cette expérience va nous répondre aux questions sur l'efficacité de ces bactéries sur un autre cépage, mais aussi sur 10 vignobles de différents âges. Et aussi, on envisage de réaliser les mêmes expériences dans 10 vignobles situés en Suisse sur des cépages locaux pour justement voir si ces bactéries seront efficaces sur différents cépages de vigne. Donc, je termine avec cette diapo. J'ai tous mes collègues dans le cadre de la chaire WINESCA qui sont recrutés dans le cadre de la chaire WINESCA. Donc, nous avons 2 doctorantes qui travaillent sur la thématique, 2 assistantes ingénieurs et on a 5 postdocs. Donc, il n'y a pas longtemps, je suis passée de la team doctorant vers la team postdoc. Et aussi, dans le cadre de cette chaire, on a recruté des étudiants de master qui sont encadrés par les différents chercheurs de cette chaire. Et aussi, je souhaite remercier les financeurs de projet BioVine qui a financé ma thèse et aussi les différents partenaires et les financeurs de la chaire WINESCA. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Wiza et Léonard, du coup, pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe à un temps d'échange et de questions. Donc, pour les participants et les participants, n'hésitez pas à poser soit vos questions dans le chat, soit je vais le faire dès maintenant. Vous allez pouvoir accéder aussi à vos micros. Alors, il faut juste le temps que... tac. Je change ça. Tac. Voilà. Normalement, vous pouvez d'ores et déjà réactiver vos micros et vos caméras si vous voulez poser des questions en direct. Moi, j'ai une première question, peut-être Wiza, un peu technique, parce que j'ai vu sur une photo, je me suis posé la question au niveau de l'injection. En fait, vous utilisez quoi comme outil? Est-ce qu'il faut
préalablement préparer les cèpes de vigne peut-être avec un point d'injection ou pas? Et du coup, si oui, est-ce qu'à terme, quand un produit de biocontrôle sera développé, vous prévoyez peut-être un autre support pour justement ces bactéries qui viendraient permettre de contrôler du coup la maladie SK? Oui, donc pour la question, donc ce qu'on fait pour le processus de l'injection, déjà on réalise 2 injections par vigne et ceci dans un objectif bien particulier, c'est que on essaye de réaliser 2 injections qui suivent le parcours de flux de sève dans les 2 côtés de la vigne et qui vont un peu alimenter les 2 côtés de la vigne. Et pour l'injection, ce qu'on fait, premièrement, on réalise le trou en utilisant une perceuse. Après, on insère un cathéter. Et à travers ce cathéter-là, on réalise les injections. Et le plus grand avantage de cette technique est que, en insérant le cathéter, on peut réaliser d'autres injections sans avoir besoin de repercer ou de le réinsérer. Et aussi, un autre avantage, c'est que en insérant le cathéter, on protège la plaie qu'on a réalisée par perçage et donc il n'y a pas un risque de surinfection à travers ce pli-là que nous avons réalisé car c'est fermé. Il n'y a que l'appareil de l'injection qui peut passer à travers ce cathéter. Ok, ça marche, merci. J'ai vu qu'il y a Chloé qui a ouvert son micro. Est-ce que c'est pour poser une question ou pas? Non, ok. Parfait. L'autre question, c'est que j'ai vu, donc aujourd'hui, vous avez testé ces solutions uniquement sur un cépage. Donc là, sur la suite, vous avez dit que vous allez tester sur un deuxième cépage. A priori, c'est que des cépages plutôt de blanc. Est-ce que c'est parce qu'a priori, ces cépages-là seraient plus réceptifs d'ores et déjà, ou c'est juste parce qu'au niveau des exploitations que vous avez pu trouver, bah, c'était un hasard, entre guillemets? Pas forcément. Donc, pour le cépage Sauvignon blanc, le premier cépage qu'on a testé, le plus grand avantage est que c'est un cépage représentatif. C'est un cépage planté un peu partout dans le monde, mais aussi l'avantage de tester sur le Sauvignon blanc et la sensibilité de ce cépage. Donc, dans le cadre des maladies de bois de la vigne, il y a un certain degré de sensibilité aux maladies de bois. Et on considère que le cépage Sauvignon blanc est parmi les cépages les plus sensibles. Donc ça, donc tester sur Sauvignon blanc représente un bon choix. Et ceci car potentiellement, ça nous permet de généraliser sur les autres cépages, regardant la sensibilité de cépage. Mais pas forcément, on a choisi les cépages blancs parce que c'est des cépages blancs, mais c'est regardant leur sensibilité. Et pour l'Uni blanc, il y a des grands problèmes sur les cépages de cognac, de l'ESCA. Et donc, raison pour laquelle on a décidé de réaliser des expériences sur ce cépage-là. Mais aussi, je n'ai pas présenté ici, on a fait une autre expérience sur un autre cépage rouge qui est le Fer Servado à Toulouse. Ok, ça marche. J'ai une question du coup qui est arrivée dans le chat. Alors, il y a la première question de Monsieur Saludas. Donc, quelle était la dose en UFC par millilitre et en UFC par cépage du produit? Si c'est Alors, possible. oui, on a fait 19 UFC par ml et on a injecté 5 millilitres par vigne. Ok. Et le choix de la dose était fait sur la base des concentrations de produits de biocontrôle déjà disponibles sur le marché. Ok. Une seconde question du coup des participants. Au niveau des perspectives, donc vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'aujourd'hui vous savez combien de temps les bactéries subsistent à peu près dans le pied? Est-ce qu'elles sont efficaces sur le long terme? Et enfin, sont-elles à minima dangereuses à ces quantités pour le cep de vigne malgré leur origine? Alors, pour le long terme, on n'a pas encore la réponse, mais on envisage de faire une deuxième année d'expérience justement pour pouvoir savoir s'il y a une installation durable des bactéries et pour voir s'il y a un effet cumulatif. Et c'est le cas pour les produits de biocontrôle. Il y a plusieurs produits qui ont été testés et qui ont un effet après plusieurs années d'application. Donc, pour la durabilité, on envisage de réaliser l'expérience pour la deuxième année. On va regarder l'effet sur les communautés microbiennes et on va designer les amorces dans l'objectif de suivre ces bactéries pour répondre justement à la question de l'installation durable de ces bactéries. Et quant à la deuxième question, donc la safety de ces bactéries, on a réalisé l'analyse de génome complet. Donc, on a
on a réalisé l'analyse de génome entier de ces bactéries, mais aussi l'analyse de métabolome. Et ceci nous a permis de répondre aux questions de présence de facteurs de pathogénicité. Et sur la base de ces analyses, on considère que les bactéries sont safe et on peut les utiliser. Et il n'y a pas des élos de gènes qui codent pour des facteurs de pathogénicité connus pour ces bactéries. Ok. Moi, j'ai une question aussi qui rejoint un peu l'aspect safety, mais enfin, pas totalement, mais un petit peu. Par exemple, pour les antibiotiques, on sait qu'au bout d'un moment, les bactéries peuvent devenir résistantes. Est-ce que, par exemple, là, en injectant des bactéries qui sont présentes dans la vigne et qui vont du coup venir balancer la colonie de Firmitepuria mediterranea, je ne sais pas si c'est le Ouais. bon nom, dur à retenir, est-ce que justement ces bactéries pathogènes, elles peuvent pas au bout d'un moment développer une certaine résistance face à ces autres bactéries? Oui. C'est quelque chose qui est envisageable, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Enfin, voilà, comment on se Ouais. positionne. Alors, c'est une bonne question. Donc, ça, on a ce problème-là de résistance et de développement de résistance à des applications de produits. Principalement, on parle des antibiotiques et des produits chimiques, car quand on injecte ou quand on applique, peu importe, un produit chimique ou un antibiotique, ça a un seul mécanisme d'action. Donc, pour l'agent ou pour l'organisme qu'on a ciblé, c'est plus facile de développer une résistance à un seul mécanisme. Cependant, l'avantage d'utilisation de bactéries de biocontrôle ou des agents de biocontrôle généralement est la multitude des mécanismes d'action utilisés. Si je prends le cas des bactéries que nous avons isolées, donc ces bactéries agissent sur plusieurs cibles et c'est plus compliqué aux pathogènes de développer des résistances à toute la panoplie de molécules que ces bactéries produisent et tous les mécanismes que ces bactéries utilisent. Ok, ça marche. Merci. Je fais un dernier appel pour les participants et les participantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'en aurai une dernière, du coup, si il n'y a personne, en attendant que les participants posent des questions. Du coup, vous avez parlé d'une phase métabolique génomique pour essayer de capter au niveau des bactéries quels sont les gènes présents, enfin, qui sont déjà connus pour être des gènes de biocontrôle, etc. Est-ce que cette étape, elle avait aussi pour but potentiellement de penser et de réfléchir derrière à des biotechnologies où on se dit, bah, peut-être que ce gène-là, en fait, s'il est vraiment efficace contre SK, il pourrait être réinjecté dans d'autres types de bactéries qui deviendraient, elles, derrière, enfin, qui seraient peut-être plus faciles de produire ou des choses comme ça à échelle industrielle derrière pour l'utiliser en produit de biocontrôle, ou c'était vraiment, on va dire, purement pour les étapes de recherche, quoi. Alors, en fait, c'est les deux sens. On a essayé de caractériser le mécanisme d'action de ces bactéries, justement pour comprendre leur mécanisme, comment elles agissent. Est-ce qu'on peut optimiser l'application de ces bactéries en utilisant les mécanismes que nous avons identifiés, mais aussi, donc, on a fait ça dans un objectif un peu fondamental pour comprendre comment ces mécanismes sont mis en place, mais aussi pour développer des marqueurs. Donc, par exemple, je prends un exemple. Nous avons identifié dans le métabolome de la fusaricidine, qui est un métabolite antifongique très connu. Donc, ceci peut nous servir d'un marqueur pour après chercher dans la sève des métabolites que les bactéries peuvent produire et qui peuvent agir. Donc, c'est en fait les deux aspects. L'aspect fondamental pour comprendre les mécanismes, mais aussi un certain aspect appliqué pour développer des marqueurs qui vont nous permettre de suivre ces bactéries et pourquoi pas au futur penser à produire peut-être la molécule, mais ça, on va réfléchir. Ok. Du coup, pour clôturer ma série de questions, donc là, ce serait plus une question, on va dire, d'ordre administratif, entre guillemets, de la même, donc côté Université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc la chaire WIN-ESCA s'est montée parce qu'il y avait des enjeux autour de la maladie ESCA. Est-ce que c'est envisageable potentiellement s'il y a des entreprises qui sont contraintes, enfin, qui sont contraintes par d'autres types de maladies et qui pourraient potentiellement être traitées de la même manière que la maladie ESCA, il y aurait des possibilités côté IPPA de venir vous solliciter pour monter une autre chaire ou des nouveaux travaux de recherche en tout cas qui s'appuieraient du coup déjà sur des choses réalisées, qui s'appuieraient sur la même méthode que la chaire SK. Alors oui, on est toujours ouvert aux nouvelles collaborations et comme je l'introduisais brièvement, on a d'autres projets de recherche sur d'autres plantes
On a des projets sur maïs, sur pommes de terre. Et là, tout dernièrement, on a des projets qui ont débuté sur noisettes et châtaignes. Châtaigne qui fait face à un nouveau champignon pathogène qui ravage vraiment les vergers. Donc, on est occupé, mais on est toujours ravis de discuter de nouvelles collaborations et de possibilités de trouver des nouvelles solutions. Alors, juste, j'ajouterais par rapport à cela, alors comme Éléonore vient de le dire, alors normalement, une thèse sur le biocontrôle commencerait sur le dépérissement de la châtaigne, du fruit, hein. Et on a été sollicité, c'était hier, hein, on avait une réunion avec des producteurs au niveau de la noisette, parce qu'il y a des problèmes de dépérissement, où Isa parlait de Fomitipora. Et effectivement, il y a le même champignon qui produit un dépérissement au niveau du noisetier, alors sur les coques aussi, hein, mais là, c'était sur l'arbre. Et on réfléchit justement pour le dépôt de projet. Et en fait, on voulait vous recontacter à Sud-Ouest Innovation. Donc, on vous recontactera pour savoir. Voilà, je sais à une époque, on avait fait des projets FUI, je ne sais même plus si ça existe, ça, mais avec notre pôle. Ouais. Alors, les projets FUI, Voilà. c'est terminé, mais il y a des équivalents, entre guillemets. Donc, Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais. Ok, ça marche. Ben, Voilà. on se recontactera alors, pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui resteraient sans réponse pour ce webinaire? Ok. Bah écoutez, s'il n'y a personne d'autre qui veut poser de questions, je vous remercie encore tous les trois du coup de vous être mobilisés sur ce sujet et pour ces présentations-là. Donc le webinaire est enregistré, je vous enverrai à tous l'enregistrement pour que vous puissiez revisionner aussi tout ce qui a été dit et garder et capitaliser aussi sur ce que Wiza a pu présenter et garder les contacts du coup de Éléonore et Patrice. N'hésitez pas aussi à revenir vers Agri Sud-Ouest si vous avez besoin de mise en relation, on est aussi là pour ça. Et puis merci aux participants et participantes du coup de s'être connectés. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci, bonne journée.